voudrais introduire brièvement cette session en évoquant les paramètres qui contribuent à l'évolution de notre système de l'édition scientifique et en particulier des revues. J'identifie au moins 4 facteurs qui contribuent à l'évolution de ce système de publication scientifique. Je vais vous les citer brièvement, puis je reviendrai ensuite sur chacun d'entre eux. Dans les paramètres, j'identifie la volumétrie, la quantité d'informations produites, les technologies, la nature de l'information scientifique publiée, et puis les modèles économiques. Alors c'est une approche très, très personnelle, et je vais illustrer donc comment chacun de ces paramètres contribue à faire évoluer ce système de l'édition scientifique. La volumétrie, c'est assez simple. On a l'arrivée de nouveaux pays producteurs d'informations tels que la Chine. On parle des BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Corée. Ces pays ont une croissance annuelle des publications qui est à 2 chiffres. Pour la Chine, c'est à plus de 16% que le nombre d'articles croît par an, alors que pour les pays du G8, on est à une croissance inférieure à 2%. Je crois que c'est de l'ordre de 1,8. Pour l'INRA, nous augmentons de 3% notre nombre de publications par an, mais notre part mondiale reste au mieux stable, ce qui traduit effectivement cette croissance de l'arrivée des nouveaux pays producteurs d'informations. Il y a également une croissance des titres de journaux sous l'influence de l'open access, de nouveaux éditeurs. Et donc là, j'identifie une première série de questions. Quel est l'impact de cette volumétrie sur les services d'accès à l'information, sur l'analyse de l'information, sur la pertinence et la qualité de l'information? Deuxième paramètre d'évolution, ce sont les technologies, et notamment celles du web sémantique, qui transforment l'article scientifique, en font un objet hyper connecté à des bases factuelles, à d'autres référentiels hyper connectés entre eux, qui vont jusqu'à fractionner l'article en nano-publication. C'est une notion que Jan Veltrop avait introduite lors d'un précédent congrès du GF2I, je pense il y a 3-4 ans. Est-ce que les services d'information vont être plus pertinents grâce à ces technologies? C'est quoi l'article du futur? La notion de journal est-elle encore pertinente? Troisième paramètre, c'est la nature de l'information publiée. F1000 Research a annoncé une nouvelle revue, un méga journal. Ils vont publier des articles négatifs. Hier, on a parlé de la Lost Science dans l'atelier Sciences Invisibles. C'est aussi les données de la recherche qui font l'objet d'un grand intérêt, aussi bien des scientifiques que du privé. Les blogs scientifiques se développent. Comment ces nouveaux produits vont-ils s'intégrer dans le système d'information scientifique, notamment celui de l'évaluation des chercheurs qui est très rigide? Et dernier paramètre, des modèles économiques. La réflexion a été impulsée par le mouvement de l'open access qui perturbe les équilibres installés. On ne sait plus pourquoi on paye, pour publier, pour accéder. Il y a un peu une crise de confiance sur le prix, sur la valeur économique du service. L'open access va-t-il se généraliser? Quels bénéfices? Quelles limites? Comment le rôle des acteurs va-t-il évoluer sous cette impulsion? Voilà, donc pour éclairer ce sujet devenir de la publication scientifique et répondre à ces questions, nous avons 3 intervenants qui illustre un peu la dualité des approches pour répondre à ces questions. Donc, public-privé, recherche, édition, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, grand groupe d'édition, petit éditeur, petit diffuseur, sciences francophones, sciences internationales, approche technologique versus approche économique. Et donc, dans l'ordre des intervenants, je voudrais appeler Hervé Maisonneuve. Mon propos sera celui d'un auteur, d'un rédacteur, d'un reviewer. Donc, dans la communauté, et pas obligatoirement mon propos, celui d'un professionnel des maisons d'édition.
Je crois en l'open access, raisonné, contrôlé, mais je ne sais pas bien ce que c'est. Je n'ai pas encore bien compris. Est-ce qu'on sera tous notre propre éditeur? Mes notes, je vais les mettre sur mon blog demain. Est-ce que tous ces fonctionnements vont changer la science? Tous ces nouveaux dispositifs? Parce que dans le même temps, on voit émerger et on commence à connaître un certain nombre de mauvaises pratiques. Est-ce que ceci va les augmenter ou pas? Donc mon titre sur le devenir de la publication scientifique, est-ce que ça aurait pu être quantité versus qualité? J'ai choisi comme sous-titre « Le pire, le meilleur et les truands ». On sort d'un monde de 200 ou 300 ans très stable. Le New England vient de fêter ses 200 ans, où presque rien n'avait bougé, et on rentre dans un monde où il y aura le meilleur. Le meilleur, j'y suis presque, je veux tout de suite, gratuitement. J'ai presque tout. Quand je suis aux toilettes, je veux lire mon New England, maintenant je peux avec ma tablette. J'ai des choses que je n'avais pas il y a quelque temps. Je passe sur tout ce que vous avez dit de l'article du futur, toutes ces fonctionnalités. On approche aussi actuellement le partage des données sources dans le domaine biomédical. J'ai regardé Dryad avant-hier, qui est une des archives de données sources, lancée il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a moins d'un an. 223 revues y sont déjà, en biomédical. 9400 documents étaient déposés avant-hier pour 3200 packages, c'est-à-dire correspondant à 3200 articles. 12 700 auteurs avaient déjà posé quelque chose et 2,5 millions de téléchargements en moins de 6 mois. Alors, il y en aura d'autres, et des choses comme ça. Ce n'est pas le seul. Alors maintenant, on commence à avoir accès aux données sources. On a aussi évoqué ORCID, c'est-à-dire le passeport pour les auteurs qui vont avoir un numéro d'ordre. On n'a pas encore un passeport de chercheur. Et je ne cite pas tous ces multiples outils. Vous avez parlé de F1000 Research, eLife, compagnie. On voit pourquoi Springer achète Biomedical Central et achète Papers et Elsevier Mendeley, qui sont des boîtes en devenir mais qui ne gagnent pas encore d'argent. Donc qu'est-ce qui va se passer tout ça? Moi, je le mets dans le meilleur, le pire. Vous avez peut-être déjà vu des images à la télévision d'inondations, on en voit souvent. Puis on voit des gens qui sont dans le courant de l'eau, qui vous font des signes, d'accord? Et ces gens, ils vous disent « que d'eau, mais je n'ai rien à boire ». Et j'ai un tout petit peu peur que de temps en temps, on en arrive à ce niveau-là. Le pire, des accidents, on va probablement en voir. J'ai déjà vu des disparitions de données. Ce qu'on ne voyait pas sur le papier, dans les archives, dans les bibliothèques. C'est très peu, bien sûr. On ne le voit pas souvent, parce qu'il faut être très averti pour suivre ça, d'accord? Les auteurs se mettent à payer. Article Processing Charges, APC, d'accord? Est-ce que ça influence l'acceptation des articles? Est-ce que la publicité ciblée dans les revues techniques comme fait Amazon, où ils me proposent toujours les livres dont j'ai envie, est-ce que cette publicité est un progrès, cette publicité ciblée? Tous les organismes publics, et je le vois moi dans les collègues, ils veulent maintenant des archives ouvertes, ils veulent tout mettre, d'accord? On va tout mettre. Je vous signale qu'il y a eu un cas de fraude en Hollande qui s'appelle M. Stapel, qui était en sociologie, qui a inventé des données. Et il y a eu 3 comités parce qu'il a fallu voir toutes ces publications sur 15 ans. D'accord ? Les comités ont eu un petit problème et l'Académie des sciences de Hollande a publié un rapport très récemment là-dessus sur l'archivage des données dans les institutions. C'est-à-dire que le problème des comités a été l'accès aux archives de ces chercheurs. Sur 3 ou 5 ans, on trouvait des choses dans les labos, d'accord ? Mais dès qu'on était au-delà de 5 ans ou 10 ans, alors là, on a été obligé de faire des hypothèses pour savoir si ce monsieur Stapel avait fraudé en 99 ou avant. Que deviennent aussi tous ces débats d'idées, cas cliniques, revues de littérature, correspondances, réponses, éditoriaux, nécrologie et tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on ne parle plus que de l'article de recherche. Or, tout ceci, ça fait partie de la science, des débats d'idées, et on en a besoin. Donc,
je vous avais mis ça sous le pire, sous le pire, j'avais fait le meilleur. Il y a des choses où je n'ai pas été capable de classer, c'est le meilleur et le pire pour moi. Je passerai sur le peer review, qui pour moi est le meilleur et le pire. Certains connaissent PLOS ONE. Je ne sais pas encore si c'est le meilleur ou le pire. PLOS ONE, quand même, accepte 70% de ce qui est publié. Alors, bien sûr, on publie le négatif, mais vous savez, les chercheurs, ils n'ont pas très envie de publier le négatif parce qu'ils sont passés à autre chose et ils n'ont plus le temps. D'accord ? PLOS ONE, il reçoit quand même 1 350 $ ou peut-être un peu plus par article. Il en publie 70%, il en a fait 25 000, il a fait 25 millions de dollars. Oui, c'est bien, mais je regarde encore. En utilisateur, j'en ai beaucoup qui me tombent dessus. Ces APC, ces charges que payent les auteurs, les institutions commencent un petit peu à s'inquiéter parce qu'elles payent des abonnements, puis elles s'aperçoivent qu'elles payent en même temps en plus des droits pour les articles. Donc, est-ce qu'elles payeraient 2 fois ? On m'annonce aussi, et j'y crois parce qu'il y a eu une déclaration à San Francisco, à la disparition du facteur d'impact. Mais je vois arriver un nombre d'indicateurs quantitatifs que je ne comprends pas tous, moi en tant qu'auteur, alors que ce que j'aurais aimé, c'est une évaluation de la qualité, par des jurys et tout. Mais ça demande du temps, c'est compliqué, compagnie. Donc l'évaluation de la qualité, on n'y est peut-être pas encore. Dans les chercheurs, dans les auteurs, et pas dans cette salle, parce que vous êtes des professionnels, qui est capable de bien expliquer les subtilités du green, du gold, du hybride, du toll access? Et vous savez, dans les universités, les gens ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» On a vu aussi apparaître les rétractations d'articles dans mon domaine biomédical de PubMed, avec même un blog, elles sont très... Alors c'est très très bien qu'il y ait des rétractations d'articles, c'est professionnel. Hein. Ça veut dire qu'on travaille bien, qu'on reconnaît les erreurs, et c'est encore, il y en a encore très très peu, d'accord ? Mais ça tourne dans certains cas une chasse aux sorcières. Le meilleur et le pire, c'est que je vois aussi dans des institutions des collègues qui pensent que grâce à tout ça, ils vont devenir éditeurs, l'institution, elle va déjà avoir ses archives, elle va être éditeur, elle va publier, elle va faire son comité, c'est-à-dire qu'elle pourra peut-être se passer des revues, hein, elle va monter son système. Hein. Je ne suis pas tout à fait persuadé que c'est courant de pensée de temps en temps qu'on voit dans des décideurs soit réellement un progrès. Hein. Il y a quand même un métier à la revue et à tout ça. Je terminerai sur les truands. Le pire, le meilleur, le pire, les truands. Alors, les truands, c'est que tout devient possible. Hein. Tout le monde met tout sur Internet. Je vois des collègues, là j'en ai vu encore à Paris la semaine dernière, qui ont payé 300 $, Hindawi, sur une revue récente qui publie très peu, Hindawi étant entre l'Égypte et New York, qui ont payé 300 $ pour avoir un bel article en anglais. Ils ne savent pas du tout la pérennité de cette revue, ils ne savent pas ce que c'est que cette revue, hein, mais ils ont un beau truc en anglais. Ils avaient aussi publié dans une revue qu'ils estiment de moindre valeur de langue française, qui est dans PubMed, et comme ils ont publié 2 fois, ils vont rétracter l'article français qui est dans PubMed, alors qu'ils ont préféré laisser les 300 $ chez Hindawi, qui est nulle part et dont on ne sait pas la pérennité. Donc, si vous voulez, il se passe avec tous ces prédateurs, et vous savez qu'il y a Jeffrey Bell, qui est un documentaliste à Denver, qui a un blog des prédateurs, et vous allez sur ce blog, et c'est inimaginable, hein, que vous soyez Omics, je pèse mes mots, hein, j'ai pas peur de le dire, que ce soit Bentham, Hindawi, il y a du bon et du mauvais, je serais peut-être un peu plus prudent, hein, d'accord ? Mais il en a des centaines, hein, et même Jeffrey Bell, il y a un Indien qui le menace de $1 milliard de pénalité parce qu'il a détruit le business de cette boîte. Donc, mais où on va, hein ? Donc le pire, le meilleur, les truands, je ne sais pas bien encore où on va, hein, d'accord ? Mais en tant que chercheur, l'avenir de la publication scientifique est quelque chose de bien sûr très important, et j'ai peur mais j'en suis pratiquement sûr, que ça ne va pas résoudre les vraies problématiques de la science. Les vraies problématiques de la science, elles sont non discutées. La littérature est une distorsion de la science, puisque vous savez bien qu'on publie plusieurs fois tout ce qui est positif, qu'on ne publie pas ce qui est négatif. Donc là, je vois déjà une distorsion qui est assez forte. La reproductibilité de ce qui est publié est faible. Vous irez voir dans Nature and Science, les chercheurs d'Amgen et de Bayer ont dit qu'ils arrivaient à reproduire ce qui était publié dans 15 à 25% des cas. Il y a encore peu de données là-dessus, mais on sait même dans d'autres domaines que la reproductibilité est faible.
je pèse mes mots, 50% des publications seraient embellies. C'est un beau mot. On a des données qui commencent sur l'embellissement. En chirurgie, sur des essais randomisés, contrôlés, sur 57, des gens ont vu que le critère de l'article était un critère secondaire publié, alors que le critère du protocole principal n'était plus dans l'article. 50% de 157 articles, parce qu'ils avaient eu accès au protocole. Donc ça, c'est de l'embellissement. J'évoque pas les fraudes, j'évoque pas un certain nombre de choses, les plagiats, les combats d'auteurs et tout ceci. Donc oui, le devenir de la publication scientifique, je crois en l'open access. Je crois en l'open access, comme je vous ai dit, raisonné, contrôlé, mais je ne sais pas ce que c'est. Merci. Merci Hervé. J'ai une petite question. Vous dites finalement on n'aborde pas les vrais problèmes de la science et la littérature est une distorsion de la science. Enfin, avec des projets comme F1000 Research, donc on arrive à publier finalement d'autres types de produits de la recherche et enfin, ce sont toujours des articles, mais la sémantique de l'article même change, donc j'ai quand même l'impression que c'est un signe positif. Je le crois un peu comme vous, hein, tout ce qui est la science invisible, toutes ces choses-là qui viennent, oui, je le crois un peu pour vous, mais vous savez, le chercheur reste un homme un peu isolé, tout seul, et il a tellement de choses qui lui passent au-dessus que je ne sais pas quelles sont ses réactions quand il s'agit, pour faire une revue de la littérature, de sélectionner les données dont il va se servir. Il n'a pas bien appris les méthodes, donc il prend ce que va lui mettre Google sur la première page. Est-ce que vous pensez que les professionnels IST ont un rôle important à jouer pour éduquer les chercheurs? Oui. Bon. Là, j'en suis convaincu. Merci. D'abord, je voulais vous remercier pour l'opportunité de vous parler ce matin. Vous allez voir, je suis assez nouveau dans l'industrie. J'ai rejoint Elsevier, comme vous le disiez tout à l'heure, Odile, il y a à peu près 1 an. Donc, je ne suis certainement pas un visionnaire. En tout cas, ça, c'est certain. Je vais vous parler des grandes tendances de la publication scientifique. Et puis après, on va essayer de parler des impacts de ces tendances. Mais avant que je commence mon exposé, je voulais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'est arrivée récemment, qui m'a fait pas mal réfléchir. Et puis, j'essaierai de vous montrer qu'en fait, cette petite histoire est liée au sujet plus tard dans la présentation. Donc, c'était à peu près il y a 2 mois. J'habite maintenant à Amsterdam et il faisait un temps typiquement d'Amsterdam, donc il pleuvait, il faisait à peu près -2, -3, c'était un temps formidable et on ne savait pas trop quoi faire avec ma femme, donc on a invité des amis à prendre un brunch à la maison. Donc, c'est arrivé vers midi et ils ont un enfant de 3 ans dont on ne savait pas trop quoi faire parce qu'il avait déjà déjeuné lui. Donc on l'a mis dans le basement de notre appartement et on lui a mis la télévision pour qu'il regarde un dessin animé. Et on a commencé à déjeuner avec mes enfants et les enfants de nos amis qui étaient un peu plus grands. Et puis au milieu du déjeuner, Pablo, c'est son nom, Pablo, ils sont péruviens, monte du basement et vient voir sa maman et lui dit « Maman, la télévision, je ne sais pas parler espagnol, est cassée. » Alors j'étais catastrophé, donc du coup je descends en courant dans le basement en me disant « Mais cassez la télé ?» Et puis je vois que la télévision marchait, il y avait le son, tout fonctionnait très bien. Et donc je demande à Pablo « Qu'est-ce qui se passe avec la télévision ?» Et je vois qu'en fait il essayait de bouger l'écran avec sa main comme il le fait avec l'iPad de sa maman. Donc en fait la moralité de cette histoire, c'est que les attentes des utilisateurs changent et je pense qu'on est dans un point d'inflexion dans l'industrie. Et moi qui suis nouveau dans cette industrie, je passe beaucoup de temps à discuter avec des chercheurs, des scientifiques, et ils nous disent en fait qu'ils sont comme des Pablo en fait. Quand ils regardent la publication scientifique aujourd'hui, ils trouvent que ça ne marche pas très bien. Donc ça va être l'objet de ma présentation. Alors les grandes tendances de la publication scientifique, je dirais, peuvent être expliquées tout d'abord par ce qui se passe au niveau de la recherche au niveau mondial. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la publication scientifique sans comprendre ce qui se passe dans la recherche. Et ce qui se passe dans la recherche, c'est une mutation profonde. Je crois que le monde de la recherche, en fait, en ce moment, il est en train d'être absorbé dans le modèle économique.
Et c'est une tendance qui est assez récente et qui vient principalement du monde anglo-saxon, donc des États-Unis et de l'Angleterre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu pendant de nombreuses années un monde académique et universitaire et de la recherche qui était relativement isolé des forces économiques. Et en fait, cette frontière entre le monde académique, universitaire, scientifique d'une part, et le monde académique et le monde économique, sont en train de disparaître complètement. J'en veux pour preuve l'utilisation de termes typiquement réservés autrefois uniquement aux entreprises privées. Donc on commence à parler de l'impact social de la recherche, on commence à parler de l'impact économique de la recherche. Et aux États-Unis et en Angleterre, on voit de nombreux articles, dans le cadre par exemple du rapport Finch, on commence à parler directement du retour sur investissement de la recherche. Et donc en fait, cette mutation profonde du monde de la recherche, elle a un impact évidemment sur le monde de la publication scientifique. Ce qui est en train de se passer du fait de cette mutation vers une logique économique du monde de la recherche, c'est que les grandes institutions mondiales se trouvent entraînées dans une compétition au niveau mondial entre elles. Donc il y a à peu près 2700 universités et instituts de recherche dans le monde, d'après ce qu'on peut en voir, et il y en a 1300 dans le monde qui représentent plus de 90% des articles publiés. Donc à peu près 50% d'entre elles représentent 90% des articles. Donc on voit que ces 1300 universités et centres de recherche, institutions de recherche, sont en compétition mondiale pour progresser dans ces grands classements internationaux qui sont en train de se mettre en place. Et cette concentration, dans cette logique quasi financière, elle a aussi lieu au niveau des bailleurs de fonds. Donc les bailleurs de fonds, la concentration, elle est extrêmement forte. Il y a 400 bailleurs de fonds dans le monde. Et il y en a 30, donc moins de 10%, qui distribuent plus de 90% des fonds mis à la disposition de la recherche. Il y a 30 institutions, 30 bailleurs de fonds dans le monde qui distribuent 90% des fonds. Et ces grands bailleurs de fonds, ils sont en train d'évoluer aussi parce qu'eux-mêmes sont tenus responsables de ce qui est fait des fonds qu'ils distribuent, parce qu'en fait, la plupart des institutions, à quelques exceptions près, distribuent l'argent public. Et donc, de plus en plus de gens regardent ce que font ces bailleurs de fonds et commencent à leur assigner des logiques économiques également. Alors, on voit les grandes institutions sont forcées de faire partie de cette compétition mondiale, les bailleurs de fonds eux-mêmes, et évidemment, le maillon suivant de la chaîne, c'est les chercheurs. Et les chercheurs eux-mêmes, évidemment, sont impactés et directement par cette grande mutation. Il y a 10 millions de chercheurs dans le monde à peu près, et il y en a 1,7 million, donc 17%, qui représentent 90% de la publication scientifique. Donc là aussi, très forte concentration, très forte concentration de la publication entre un nombre de mains beaucoup plus réduit. Alors la production géographique, comme le disait, la production scientifique, comme le disait Odile tout à l'heure, elle est en train d'évoluer par géographie très fortement. Donc ce qu'on voit, nous, dans nos données, Scopus, c'est que la publication des grands pays industrialisés, typiquement les États-Unis, elle est stable. La production scientifique, et même aux États-Unis, nos données montrent que sur les dernières années, la production est en léger recul. En revanche, il y a des pays qui sont en très forte progression, notamment le Brésil, l'Inde et la Chine sont en explosion littéralement de leur production scientifique. En revanche, il y a un vrai problème de qualité de cette production scientifique et qui a des conséquences très fortes, typiquement sur un éditeur comme Elsevier. On a d'où on reçoit 1 million, Elsevier, on reçoit à peu près 1 million de soumissions par an et on en publie 350 000. On publie 350 000, donc à peu près 65% de taux de rejet. Pour ces pays en voie de développement, les taux de rejet sont bien au-delà de 90%. Et donc vous imaginez un peu les conséquences que ça a sur nos process internes. Donc toute cette soumission de qualité réduite, en fait, encombre en fait nos processus de peer review, encombre en fait nos systèmes back-end en fait de processing, et du coup nos coûts augmentent très fortement pour absorber en fait cette quantité d'articles très importante qui arrive vers nous. Alors on peut également se poser, et Hervé l'a précisé, au-delà de l'open access dont je vais parler un peu après, l'impact sur la qualité globale des publications
de ce phénomène de changement géographique de la provenance des publications scientifiques. Alors, l'autre élément, c'est que, pour continuer sur le thème des chercheurs, la pression à publier continue. Elle continue à augmenter, évidemment. Et en fait, on est en train d'assister à un changement aussi de la méthode d'évaluation en fait, des chercheurs. Autrefois, on regardait le facteur d'impact d'une revue et on donnait crédit à un chercheur pour un article publié dans une revue à fort impact factor. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui consiste à s'attarder maintenant à ce qu'on appelle les article-based metrics, donc des métriques liées aux articles elles-mêmes. Typiquement, Hervé et Odile ont tous les deux parlé de PLOS. Sur PLOS, on a accès au nombre de vues, au nombre de fois que l'article a été téléchargé. Et donc, il est possible qu'un jour, dans les systèmes d'évaluation des chercheurs, on prenne en compte non pas seulement le facteur d'impact de la revue qui a été publiée, mais ce qui a été effectivement fait par l'article, par la publication elle-même. Alors, un autre élément dans les grandes tendances, c'est ce qui se passe au niveau des données de recherche. Odile et Hervé en ont parlé un petit peu. Alors il y a de plus en plus de données qui sont disponibles et ça s'explique assez facilement. D'abord, il y a une digitalisation des moyens de recherche, donc typiquement les lab notebooks, et puis il y a des outils typiquement de génomique aujourd'hui qui produisent des données absolument gigantesques. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est que les grands bailleurs de fonds obligent, dans certains cas, les chercheurs à publier leurs données de recherche. Donc tout ça fait qu'il y a une augmentation exponentielle des données de recherche. Donc moi, quand je suis arrivé dans l'industrie, je me suis beaucoup intéressé à ces données de recherche, parce que j'ai fait moi-même beaucoup de recherches. J'étais, avant d'être chez Elsevier et chez AT&T, j'étais chez eBay, j'étais en charge du moteur de recherche d'eBay, la place de marché. Donc j'habitais à l'époque en Californie et j'ai beaucoup collaboré avec des grandes institutions de recherche pour améliorer le moteur de recherche d'eBay. Et donc j'ai eu accès à l'époque, quand je faisais cette recherche, à de nombreuses bases de données et j'ai mis d'ailleurs à la distribution du public, dans le cadre de cette recherche, nos propres bases de données. Donc je me suis intéressé à ce qui se passait sur les bases de données de recherche qui sont actuellement publiées dans le cadre de ces mandats. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que moins de 1% des données de recherche sont effectivement utilisées en fait, une fois qu'elles sont mises en ligne. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très simple de mettre une base de données en ligne. En revanche, de contextualiser, d'écrire la documentation qui permettra éventuellement à quelqu'un d'autre de réutiliser la base de données de recherche, ça demande un travail extraordinaire qui n'est pas du tout valorisé, pas du tout prévu par le bailleur de fonds, et donc peu de gens mettent l'effort en fait en face pour arriver à rendre ces bases de données réutilisables. Alors, je dirais les grandes tendances ne seraient pas complètes sans parler évidemment de l'open access. L'open access, je dirais là, c'est très simple. Les chercheurs veulent le choix. Les grands bailleurs de fonds veulent que les chercheurs aient le choix. Et donc, je dirais, nous, en tant qu'éditeurs, on n'a pas de problème par rapport à ça. Sur les 2500 journaux d'Elsevier, on en a aujourd'hui déjà ouvert 1700 à l'accès libre. Et donc, on veut ouvrir la totalité de nos publications à l'open access. Et on lance aussi de nombreux journaux qui sont en accès libre, seulement en accès libre. Alors, quelles sont les grandes tendances de ces impacts en 5 minutes? Moi, ce que je pense, c'est qu'on est vraiment à un point d'inflexion. Alors, il y a déjà eu un point d'inflexion, comme disent les gens qui sont dans cette industrie depuis longtemps. Il y a déjà eu un point d'inflexion il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, avec la migration papier-digital. Et ce point d'inflexion, d'ailleurs, d'il y a 15 ans, a été incroyablement bien géré par l'industrie. Incroyablement bien géré. Et là, il y a un nouveau point d'inflexion, 15 ans après. Je dirais que c'est relativement classique. En revanche, on a encore du mal à le qualifier, ce point d'inflexion. Odile parlait de nanopublication. Il y a des gens qui parlent de la science en réseau, de la science hyperconnectée, la publication continue. Il y a plusieurs thèmes. On ne sait pas exactement comment on va encore appeler ce point d'inflexion, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que le point d'inflexion, il n'est pas du tout
en phase avec les débats du moment. C'est exactement ce que disait Hervé. C'est-à-dire que tout le monde parle d'open access, tout le monde parle de publication de données de recherche, mais en revanche, quand on discute avec les chercheurs, ce n'est pas du tout leur préoccupation. Leur préoccupation, elle reste des préoccupations beaucoup plus fondamentales liées à leur travail quotidien. Alors, je vous en donnais quelques-unes. L'identification de sujets de recherche, c'est un vrai sujet pour eux, c'est compliqué. Obtenir des subventions et des financements. Aux États-Unis, le taux de succès sur les demandes de financement est de 5%. Donc, dans 95% de leurs demandes de financement, les chercheurs aux États-Unis échouent. Donc, ça représente un temps phénoménal qui est passé par eux et ils n'arrivent pas, donc, une fois, dans 95% à obtenir les financements dont ils ont besoin. L'identification de collaborateurs au niveau mondial pour collaborer sur leur projet, c'est un sujet compliqué sur lequel il n'y a pas de solution encore très simple. Collaborer sur une publication, sur des données de recherche, il n'y a pas aussi de solution très simple. Les chercheurs les plus en pointe me disent qu'ils utilisent Dropbox aujourd'hui, ce qui est quand même assez affligeant. On doit pouvoir faire beaucoup mieux. L'autre sujet, qui est un sujet que Hervé a abordé, c'est que sur la partie recherche d'information scientifique, les moteurs de recherche actuels sont, moi qui suis un professionnel de la recherche, sont pas du tout adéquats en fait. La plupart des jeunes chercheurs aujourd'hui utilisent Google Scholar ou PubMed pour découvrir du contenu. Et quand on pense, moi qui suis encore une fois un professionnel de la recherche, quand je pense au trade-off, à l'équilibre entre le recall, donc la vastitude de la recherche et la précision, c'est un trade-off bien connu des chercheurs dans ce domaine, c'est affligeant de voir le trade-off que font ces jeunes chercheurs au détriment de la précision. Donc là aussi, je dirais qu'il y a un besoin qui n'est pas du tout adressé. Et après, je passe sur la difficulté d'écrire leurs articles, de publier, de soumettre leurs articles. Et puis, la préoccupation principale, c'est quand même de se faire connaître, d'arriver à créer un réseau, de progresser dans leur carrière. Et ça, je dirais, les jeunes chercheurs aujourd'hui nous lancent un cri d'alarme qui est on n'y arrive pas. C'est extrêmement difficile aujourd'hui pour eux d'arriver à réussir dans tous ces workflows qu'on vient de décrire. Donc, le point d'inflexion, il est dans la réponse qu'on doit donner à ces besoins. Il n'est pas dans les grands débats du moment. Et c'est ça qui me frappe beaucoup. Alors, dans les grands domaines, pour terminer, qui sont, je dirais, dans les grands thèmes pour répondre à ces besoins, j'en citerai 4. Un, il y a trop de contenu. Il y a trop de contenu c'est pas possible pour les gens de digérer tout le contenu. Donc, il y a un vrai besoin de filtrage. Et je pense qu'il faut réinventer la façon d'accéder à la publication scientifique. Et ce qui est certain, c'est que l'open access ne va pas rendre ce problème plus facile. Ça, c'est certain. On est encore une fois très pour, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il va répondre à ce besoin de filtrage de la publication. Le deuxième point, c'est qu'il faut réussir à inventer de nouveaux moyens de collaboration. C'est pour ça que j'ai persuadé Elsevier de racheter Mendeley. Ensuite, il faut que les solutions qu'on va apporter aux chercheurs soient propres à un domaine d'activité. On a mené beaucoup de recherches, nous, sur la neuroscience, et on s'aperçoit qu'en fait, les besoins des gens qui sont dans la neuroscience sont complètement différents des besoins des mathématiciens. Et donc, il faut leur apporter des solutions spécifiques à leur domaine d'activité. Ensuite, le dernier point, c'est qu'il y a des vrais enjeux sur la qualité de la publication scientifique. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'Hervé en a déjà parlé, avec les bons, les méchants et les truands. Nous, on voit ce qui est en train de se passer au niveau, encore une fois, de la détérioration de la qualité globale de la publication scientifique. Et je dirais, c'est un vrai problème parce qu'il y a, encore une fois, il y a ce problème de filtrage qui est un peu oublié des grands débats du moment. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci Olivier. Une petite question. Vous avez dit que donc, les vrais problèmes de la science tournaient autour de l'identification de sujets, sur l'identification des financements, sur les collaborations. Donc sur le point collaboration, Elsevier investit dans Mendeley pour répondre à ce besoin, si j'ai bien compris. Sur les points identification de sujets, qu'est-ce que vous pensez proposer comme nouveau service, comme nouveau produit ?
en fait, sur le sujet de la découverte de sujets de recherche, donc ce qu'on appelle White Space Discovery en anglais, on est en train de réfléchir à une solution, parce qu'en fait, nous, en tant qu'éditeurs, ce qu'on pense, c'est qu'on doit évoluer notre proposition de valeur au-delà du contenu. Donc très clairement, aujourd'hui, le contenu est en train de se commodiser. On en a parlé avec la multiplication en fait, des sources en fait, de contenu. Donc on doit aujourd'hui proposer davantage de valeur au-delà de notre contenu. Et typiquement, on a identifié un certain nombre de workflows sur lesquels on va apporter, encore une fois, une solution au-delà de notre contenu. Et le White Space Discovery est une des solutions sur lesquelles on veut construire une proposition. Alors on est en train de travailler avec des grandes institutions de recherche, on va faire une annonce prochainement, pour en fait, avec l'aide de grandes institutions de recherche, construire une solution de White Space Discovery. Et dernière petite question, on voit les grands éditeurs tels que Nature lancer des data journals et également des solutions pour gérer les données, enfin, même si c'est via une filiale, Macmillan propose Figshare, enfin, est-ce qu'elle sévir à des projets analogues? Je n'ai pas encore vu d'annonce de data journals chez vous. Alors on travaille évidemment sur des sujets de hosting de datasets, mais je dirais, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de répondre à un vrai besoin. Et en fait, je ne pense pas que le besoin il soit juste de mettre en ligne des grandes bases de données, parce que ça, je dirais... les scientifiques le font. Ouais. Les scientifiques le font, ils n'ont pas besoin de nous. Je pense que le vrai besoin, il est sur une assistance qu'on pourrait appeler pour mettre en valeur ces données de façon à ce qu'elles soient réutilisables. La vraie problématique, je pense, des bases de données, c'est ce que disait Hervé, c'est la problématique de reproductibilité de la science. Donc il faut que notre solution, sinon on va dans ce domaine-là, il faut que la solution qu'on veut mettre en place adresse le vrai problème de fond, qui est ce problème de reproductibilité. Et donc il va falloir trouver des sources de financement pour arriver à créer cette documentation autour des bases de données. Et je dirais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de solution. Et c'est à ça qu'on va vraiment nous s'attaquer. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, voilà, c'était un peu en complément de ce qui a été dit précédemment, essayer de prendre un peu le point de vue... voilà, ou l'éclairage un peu qui est celui des sciences humaines et sociales. Hein. Il a été dit qu'effectivement les solutions devaient être aussi un peu contextualisées et adaptées à des disciplines. Et effectivement, en sciences humaines et sociales, les choses se présentent à la fois un peu de façon similaire, parce qu'elles sont évidemment prises dans ce contexte global et dans ces grands mouvements, et à la fois de façon un peu différente, puisque les sciences humaines elles se penser un peu différentes, et qu'effectivement il y a toute une série de spécificités qui aujourd'hui un petit peu se posent dans ce contexte, et qui donnent lieu, comme souvent on peut là aussi en sciences humaines et sociales, plutôt à des débats hein, qu'à des visions absolument limpides aujourd'hui peut-être. Voilà. Peut-être préciser simplement le point de vue duquel je parle, d'une certaine façon, on l'a dit, donc je m'occupe un peu des relations avec les partenaires chez Kern. Donc c'est un point de vue qui est intéressant puisqu'il a la particularité d'être à la fois en contact avec ce milieu éditorial local, on va dire, hein, d'éditeurs plutôt nationaux, de langue française en sciences humaines et sociales, et de bibliothèques, hein, d'institutions de recherche, les à peu près 800 institutions avec qui on travaille aujourd'hui chez Kern. Donc avoir voilà, un petit peu d'une certaine façon les deux visions de cette évolution. Alors effectivement, donc, s'il est certain que les choses évoluent hein, et bougent très fortement, le vieux monde est certainement en train de se terminer. On a parlé là d'un mouvement qui vient secouer un monde qui peut être en place depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et qu'un nouveau monde se propose certainement. Et donc je voulais vous proposer ce matin, par rapport à ce nouveau monde et à ce processus de genèse, de fonctionner un peu comme le vieux monde a été créé en 7 jours, de procéder en 7 points pour ce nouveau monde qui s'ouvre. Et de procéder un petit peu sous l'angle d'identifier ce que j'appellerais ce matin d'une certaine façon un peu des injonctions contradictoires en sciences humaines et sociales qu'on peut observer, et donc des mouvements qui tiraillent un petit peu à la fois les chercheurs, les éditeurs et les institutions de recherche dans des directions opposées, voire parfois contradictoires, enfin voilà, un peu paradoxales ou même contradictoires parfois. Peut-être la première injonction contradictoire que nous on identifie d'une certaine façon, c'est que le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, et dans lequel est pris bien sûr la publication scientifique, est globalement traversé par des forces qu'on pourrait dire
centrifuges d'un côté et des forces centripètes. Donc, langage de sciences dures, pour parler des sciences humaines, mais tout simplement pour dire que ces forces centrifuges poussent d'une certaine façon à la concentration. On voit la montée en puissance de programmes d'acquisition nationale dans les bibliothèques. De plus en plus, effectivement, on a des démarches et voilà, un acteur comme CARED est bien sûr confronté à des démarches qui sont celles d'un pays pour acquérir non pas un ouvrage dans une bibliothèque pour le prêter à un usager, mais bien d'acquérir une licence pour un pays, 100, 200 institutions de recherche qui vont faire l'acquisition de tel bouquet, voire de tel ouvrage pour l'ensemble de leurs chercheurs. Certaines formes de concentration. En France, vous avez peut-être vu passer, c'est peut-être une étoile filante institutionnelle, mais c'est quand même révélateur d'un état d'esprit, de la création d'un collège de l'édition scientifique numérique, le COLENS, voilà, et qui vise quand même à réguler et à définir des règles nationales, ce qui n'est pas forcément le cas jusqu'à maintenant, qui vise à mettre en cohérence et à avoir une position un petit peu plus centralisée peut-être de ces publications. Ou par ailleurs des projets, je prends là quelques exemples qui sont plutôt des signes d'une certaine façon que des choses absolument structurantes, mais qui sont les signes de ces forces un peu centrifuges. La mise en place par exemple d'une plateforme d'accès national aux publications scientifiques en France, dans le cadre d'un programme ISTEX, fortement doté par les pouvoirs publics français. Voilà. Et d'un autre côté, ce ne serait pas juste de ne pas parler non plus de ce mouvement centrifuge, bien sûr ancien dans l'édition en sciences dures, peut-être plus récent, moins évident dans les sciences humaines et sociales, mouvement de concentration de l'édition également, de ces structures éditoriales à travers des grands groupes comme Elsevier, multinationaux, qui sont vraiment des groupes maintenant d'une ampleur très impressionnante, ou simplement la mise en place d'agrégateurs, de structures qui, modestement comme CARED, mais il y en a des beaucoup plus gros bien sûr, visent à rassembler et à mutualiser un peu les efforts entre différentes structures éditoriales. Certaines formes aussi là de concentration des efforts. Et des forces centripètes par ailleurs, qui vont vers, par exemple, une multiplication de dépôts institutionnels dans chacune des institutions, chaque institution prise dans cette compétition mondiale ayant d'une certaine façon l'injonction ou le souhait de se positionner individuellement par rapport à ce contexte et de mettre en avant, par exemple, spécifiquement les travaux de ces chercheurs qui ne seraient pas publiés à travers son dépôt institutionnel. En disant, voilà, l'INRA, il y a ce qui est publié, par exemple, mais il y a toute cette science qui n'est peut-être pas visible. L'INRA a peut-être tout intérêt à se positionner en tant que tel pour mettre en valeur ces publications, indépendamment du système de la publication scientifique classique, par exemple. Voilà. Ou, on l'a dit, ces forces centripètes, c'est aussi cette multiplication de revues, d'éditeurs, de structures éditoriales qui vont vers un certain éclatement, voire une certaine dispersion, d'une certaine façon, de la publication scientifique. Alors, deuxième peut-être injonction contradictoire qu'on identifie un petit peu, mais c'est en France, en tout cas, pour prendre un point de vue un peu national, mais c'est quand même assez éclairant, et puis c'est quelque chose qui, je pense, nous parle un peu ici, et qui est tout à fait structurant pour les sciences humaines et sociales, qui sont certainement beaucoup plus pris que d'autres dans un contexte national. On voit d'une certaine façon que l'intervention publique hésite entre une certaine, ou en tout cas il y a un mouvement un peu contradictoire entre contraction des budgets publics, bien ça c'est pas vraiment une nouvelle, mais une certaine extension, un certain investissement d'un autre côté. Alors contraction, on voit nous à notre petite échelle, bien sûr la baisse très forte des aides directes aux revues, que ce soit par le CNRS, le Centre national du livre en France, et la disparition des moyens de soutien un peu structurels de ces titres, avec des demandes croissantes aux structures publiques d'économie, bien sûr, on connaît tous, bien sûr, le tassement, par exemple, des budgets des bibliothèques, qui aujourd'hui doivent faire plus avec moins d'argent, ou en tout cas avec des budgets qui n'évoluent pas depuis un certain nombre d'années. Et de plus en plus, pour des structures éditoriales, par exemple, structures éditoriales publiques, il y en a beaucoup en sciences humaines et sociales, et même les structures dites privées sont souvent proches de ce monde public, des demandes d'autofinancement, voire de rentabilité, pour pouvoir investir avec leurs propres moyens. Et non plus une logique de subvention et de mise en avant des travaux, mais bien une demande de rentabilité, de par, d'une certaine façon, le recul de la puissance publique dans le contexte économique qu'on connaît, par exemple. Et d'un autre côté, une volonté d'extension du périmètre un petit peu de la force publique, à travers des investissements qui, quand même, à l'échelle de la France, sont significatifs. On peut penser à ce programme d'acquisition nationale, par exemple, de 60 millions pour ISTEX, donc des investissements massifs dans les acquisitions, qui visent peut-être à réguler, mais aussi d'une certaine façon à investir fortement dans un système, qu'on l'a vu peut-être un peu plus concentré. Des infrastructures de diffusion, on connaît en France peut-être des projets comme Percé dans le domaine des sciences humaines et sociales, ou Open Edition, par exemple, doté récemment d'un budget de 7 millions d'euros pour développer son offre, notamment dans le domaine des ouvrages, ou les archives ouvertes. Vous avez peut-être noté comme moi, par exemple, lors du dernier colloque Couperin, il y a aujourd'hui à peu près 150 équivalents temps plein qui en France travaillent à la vie des archives ouvertes, ce qui est un choix, une stratégie d'une certaine façon qui dénote d'un certain investissement de la force publique. Voilà. Bon,
Troisième phénomène un petit peu qu'on observe et qui nous semble significatif, je pense que ça a été dit, je vais passer assez rapidement, mais peut-être insister sur 2-3 petites spécificités des sciences humaines, c'est des mouvements parallèles où apparaissent à la fois des nouveaux objets éditoriaux, des formes nouvelles d'expression des travaux scientifiques, et un renforcement, un poids croissant des grandes revues, d'une certaine façon. Alors, je vais commencer par les nouveaux objets éditoriaux. Nous, à notre petite échelle, qu'est-ce qu'on peut observer? Bien sûr, ces phénomènes de blocs de chercheurs qui se multiplient. On pense en France, dans le domaine des sciences humaines et sociales, à Hypothèse, bien sûr, d'Open Edition, mais il y en a d'autres, avec des logiques parfois même qui sont encouragées par les éditeurs. Je pense à Nature, par exemple, qui a une stratégie vraiment de découpage de son offre en tranches thématiques extrêmement pointues à travers des blogs pour, autour d'un certain nombre de publications sur un domaine, animer une micro-communauté, d'une certaine façon. Ou par exemple des lancements comme celui de Taylor & Francis récemment sur des formes intermédiaires entre l'ouvrage et la revue. On sait en sciences humaines et sociales, l'ouvrage a un poids beaucoup plus fort qu'en sciences dures par rapport à l'article de revue, donc, qui tend à diminuer, mais il y a des formes intermédiaires qui du coup se développent avec ce format qu'ils ont appelé, non, un peu étrange, mais il s'appelle Palgrave Pivot, et qui effectivement, avec des chapitres courts, resserrés, c'est plus qu'une revue, c'est moins qu'un ouvrage, on est un petit peu entre les deux, et effectivement ça tente de faire la synthèse d'un certain nombre de demandes et de besoins, certainement. Ou évidemment, nouveaux objets éditoriaux d'une certaine façon, la communication directe entre les chercheurs à travers les archives ouvertes, voilà, peut procéder d'une certaine forme de dialogue scientifique et d'une certaine façon cohabiter avec les objets éditoriaux plus classiques. Voilà, sur un périmètre plus large et avec des modalités et d'un fonctionnement différent. Et en même temps, le poids croissant des grandes revues, je pense qu'on l'a dit, effectivement, le renforcement, c'est très connu en sciences dures. On assiste un peu tardivement en sciences humaines et sociales, un peu au même phénomène, avec la concentration d'investissements, par exemple publics, sur certains titres, pour qu'ils visent à constituer quelques champions nationaux pour les positionner à l'échelle internationale, par exemple. Et le poids croissant de la bibliométrie, y compris en sciences humaines et sociales, ce qui est plus récent, bizarrement, vise évidemment aussi, bien sûr, a tendance à renforcer certains titres au détriment de la diversité qui existait traditionnellement en sciences humaines et sociales. Voilà. Et on voit bien que, bien sûr, dans ce domaine extrêmement saturé, comme on l'a dit, le rôle des labels, des repères, joue un rôle de plus en plus croissant, que ce soit des portails, des services ou des revues. On dirait la marque dans d'autres domaines, mais ce label, cette reconnaissance d'une ligne éditoriale est devenu plus que jamais important pour l'ensemble des chercheurs. Alors, autre petite injonction contradictoire qui traverse un peu le paysage et qui donne à réfléchir à cette communauté sur son avenir, c'est que le monde des sciences humaines et sociales est certainement aujourd'hui assez tiraillé, il a toujours été, mais bon, il continue de l'être, on va dire, mais sur une ouverture à la société civile d'un côté et une injonction à la spécialisation de l'autre. Alors, ouverture à la société civile, pourquoi ? Bon, on pourrait se dire, voilà, c'est le rôle des sciences d'un point de vue général, de dialoguer avec la société, d'être dans la cité, bon, c'est des grands mots, mais on voit bien que, par exemple, un programme européen comme celui Horizon 2020, par exemple, dont on a beaucoup parlé pour voilà, les positions fortes qui étaient prises dans le domaine de l'open access, opère d'une certaine façon un autre changement aussi, ce qui est que l'espace européen de la recherche a maintenant cédé sa place à l'union de l'innovation. Alors on parlait un peu de la novlangue tout à l'heure et des termes d'impact social, d'impact économique des titres et des travaux des chercheurs. On a là effectivement un glissement qui, d'un point de vue académique, peut interroger aussi. On ne cherche plus, on innove. C'est quelque chose qui dénote aussi d'une certaine volonté, comme on l'a dit, de faire dialoguer les sciences et de les situer beaucoup plus dans la société et l'espace économique, tout à fait. Avec également, d'un point de vue un peu plus, c'est micro, mais ça dénote d'un certain nombre de choses, les chercheurs ont vu apparaître dans leur évaluation en sciences humaines et sociales la valorisation de ce qui s'appelle des services à la communauté, en disant, bah, tiens, aujourd'hui, publier un article dans Esprit, c'est un service à la communauté. Ça paraît étrange, mais c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les critères qui sont ceux des processus académiques classiques, voilà, certainement pas de mécaniques comme ceux des facteurs d'impact qui, pour un certain nombre de raisons, excluent un peu de fait les publications de langue non anglaise ou de manière générale les sciences humaines et sociales, beaucoup moins formalisées et typées d'une certaine façon. Mais on essaie de valoriser l'ensemble de ce qui existait et d'essayer de le maintenir, voire de le développer dans ce monde de la recherche de demain. Avec, nous on le voit bien également aussi, une vitalité très forte de ce qu'on pourrait appeler des revues quasi militantes ou des revues d'idées et de débats qui, aujourd'hui, génèrent à la fois un très fort trafic, animent fortement la communauté scientifique et voilà, font bien attention à se distinguer de plus en plus, d'être de plus en plus en dehors de ces contraintes académiques qui visent à se renforcer. Donc un espace qui se crée, qui se renforce sur ces grandes revues d'idées, grandes ou moins grandes, d'idées, de débats, qui sont de plus en plus des espaces d'animation où les chercheurs veillent à continuer à intervenir et être présents.
Et la spécialisation d'un autre côté, puisque effectivement l'augmentation du volume de publication pousse bien sûr les titres à chercher des niches, on parle de sujets, d'identification de sujets de plus en plus précis, de plus en plus poussés. Les revues suivent le même mouvement et effectivement on voit des produits éditoriaux, voire des structures éditoriales se micro-spécialiser dans des domaines qui hier auraient paru un petit peu, enfin restent abscons, hein, mais auraient paru un petit peu même dérisoires par rapport à des grandes disciplines qu'on connaît. Voilà. D'une certaine façon, c'est là aussi un certain alignement avec les sciences dures où voilà, il y a bien une injonction très forte dans les sciences humaines et sociales à dire maintenant, il faut être sérieux, il faut se rationaliser, il faut se spécialiser si vous voulez rester des sciences, effectivement. On y reviendra un petit peu. Avec effectivement une hésitation, là aussi, qui peut paraître archaïque, mais d'une certaine façon prise un peu dans l'actualité ici en France, une hésitation entre le multilinguisme pour les sciences humaines et sociales ou l'adoption de la langue unique, hein, qui est celle de la science la langue véhiculaire, qui est l'anglais, effectivement. Alors voilà, on se dit, ça peut paraître absolument désuet, ces débats sur la langue anglaise, sa présence à l'université reviennent d'une certaine façon, de façon un peu régulière depuis un certain temps, mais pour les revues, il y a certainement un moment tout à fait particulier de choix et d'hésitation, quasiment une stratégie à construire sur cette défense du multilinguisme et de la diversité qui va avec, en disant bon, comment, au-delà de la langue française, même garder une certaine spécificité dans le mode de raisonnement, dans les choix des sujets, dans les objets, et ne pas se dénaturer tout en s'internationalisant. Et que ça, certainement, ça demande à garder une certaine main sur la langue hein, qui est pratiquée par les chercheurs et qui est publiée en sciences humaines et sociales. Où on porte, voilà, il y a un lien très fort, bien sûr, entre le contenant et le contenu. La langue ne peut pas vraiment être dissociée d'une certaine façon du propos et de la pensée qui est celle de l'auteur. On voit émerger par exemple des projets de langue non anglaise à l'échelle un peu internationale, alors modestement et à l'échelle des sciences humaines et sociales, mais on parle beaucoup de Cielo pour la langue espagnole, bien sûr, qui est ce grand projet d'Amérique du Sud, en open access certes, mais surtout et aussi en espagnol d'une certaine façon. Torosa en Italie, hein, qui est un projet qui commence à rassembler un nombre croissant de contenus en langue italienne, ou des projets comme J-Stage par exemple, où les Japonais ont cette démarche bien sûr d'essayer de valoriser leurs sciences humaines et sociales dans la langue qui est celle de leurs chercheurs, le japonais. Voilà. Ou encore des stratégies de traduction où des grandes institutions comme le CNRS ou le CNL identifient effectivement voilà, l'intérêt ou l'importance aujourd'hui d'investir assez fortement dans des projets de traduction pour, d'une certaine façon, défendre, c'est un peu paradoxal, mais défendre la capacité à penser et à continuer à publier en français demain. Et bien sûr une tendance qu'on constate tous hein, et que chacun a pu rappeler dans les débats récents, une poussée à une certaine homogénéisation en disant écoutez, aujourd'hui publier c'est aussi pour être compris et cette langue qui est celle de l'international aujourd'hui c'est l'anglais effectivement. Et le français, en recul dans le monde et pour toute une série de raisons, ce n'est pas les scientifiques en sciences humaines et sociales qui vont bien sûr inverser la tendance. Donc on voit une augmentation du nombre d'articles publiés directement en anglais dans des revues françaises, voire même des revues qui se revendiquent de langue française mais qui accueillent de plus en plus d'articles directement en anglais. Et voilà, avec toute une série d'alignements de ces versions anglaises sur de ces versions anglaises des titres français sur les critères anglo-saxons. Il y a eu une publication assez intéressante récemment de comparaison de stratégies de deux revues françaises, Population et la revue française de sociologie, qui montraient qu'une stratégie comme celle de la revue Population, qui s'anglicisait de plus en plus, d'une certaine façon, était payante, puisqu'elle augmentait son trafic, son facteur d'impact, sa visibilité, et d'une certaine façon, ne l'était plus, puisqu'elle se dénaturait, n'étant plus un titre de langue française, accueillant de plus en plus d'auteurs internationaux, et ne représentant plus, d'une certaine façon, la spécificité de sa discipline, dans le domaine de la France dans cette discipline. Je conclue très rapidement. Donc une certaine hésitation aussi entre, d'une certaine façon, un tout technologique, hein, où la technique aujourd'hui, fait des promesses absolument fantastiques. Hein. On a l'impression aujourd'hui qu'on est à deux doigts de faire comme sur Deezer, de pouvoir cliquer sur un article et de générer une playlist et de pouvoir lire sur un sujet tout ce qui va être écrit d'intéressant. On se dit, voilà, demain, il n'y a pas de raison que la technologie ne puisse pas faire ça à partir de base d'une certaine taille critique. Les moteurs de suggestion n'en finissent plus de se préciser et le web sémantique, l'interconnexion des documents, s'automatise de plus en plus, d'une certaine façon. Et en même temps, sciences humaines et sociales, une montée en puissance d'un tout social, d'une certaine façon. On connaît cette tendance à la curation, hein, qui est une tendance lourde du web, particulièrement sensible peut-être dans le domaine de la recherche, en tout cas en sciences humaines et sociales. Et la montée en puissance, quand même, c'est d'une certaine manière de réseaux sociaux, c'est pas... Monsieur Dumont avec Mendeley qui, je pense, dira le contraire, mais avec en sciences humaines et sociales, la montée en force de certains produits comme Academia.edu, et avec d'autres types de réseaux, un certain nombre émergent aujourd'hui, avec ce besoin des chercheurs, effectivement, de s'interconnecter sur les questions de sujets de recherche et de dialoguer plus ouvertement, peut-être, et de façon plus collaborative qu'ils ne le font aujourd'hui. Voilà.
avec d'une certaine façon aussi un tout social lié aux multiplications, enfin c'est comme ça qu'on le voit un peu aujourd'hui, des portails de recension, hein, où on informe beaucoup. De plus en plus de portails aujourd'hui se spécialisent sur le dialogue autour des publications. Hein, des portails comme Lecture, hein, qui ont été lancés en France récemment, Liens sociaux, d'une moindre mesure, ou Recensio, par exemple, en Allemagne. Voilà. Et ce sera ma conclusion, une 7e injonction contradictoire, qui nous fait poser quasiment de façon un peu provocante, mais la question en disant, il y a quasiment une hésitation aujourd'hui en disant, mais veut-on encore des sciences humaines et sociales, d'une certaine façon, dans ce paysage scientifique qui se dessine demain? D'une certaine façon, oui, hein, c'est de plus en plus valorisé dans le monde professionnel, ces savoirs dits mous, hein, ces compétences qui ne sont pas uniquement de la connaissance avérée, factuelle, mais bien un questionnement autour de ce que peut être une vérité dans un certain nombre de domaines. La science elle-même, plus les débats se complexifient et les questions de société, on peut dire, aujourd'hui sont lourdes et d'une certaine façon inquiètes, se multiplient. On a besoin d'un questionnement de la science elle-même, et pour ça les sciences humaines et sociales ont toujours joué ce rôle-là. C'est peut-être encore plus important aujourd'hui que ça n'a été par le passé, avec effectivement la volonté de l'ensemble des chercheurs, pas seulement des sciences humaines et sociales, d'être aussi en dialogue avec la cité, et pour ça, ça passe par certaines formes de dialogue et de vulgarisation ou d'échanges qui sont aussi développés dans le domaine des sciences humaines et sociales, plutôt que dans les sciences dures. Bon, enfin, et d'une certaine façon, non, malheureusement, puisque le moment un peu de la French Theory est un peu passé dans le monde. Donc on voit la présence et l'impact des sciences humaines et sociales françaises baisser dans le monde. Bon. Avec également aussi une logique peut-être plus lourde et qui est en France et un peu partout, à une certaine rationalisation de la science. Les collègues anglais ont un peu aussi tiré la sonnette d'alarme récemment à ce niveau-là, avec ce fonctionnement par projet de recherche, avec ce fonctionnement par fléchage d'une certaine façon d'un budget, d'un projet à une publication. On perd ce côté dilettant d'une certaine façon, mais qui est aussi une façon de travailler en sciences humaines et sociales, d'être avec un papier, un crayon, et à travers l'accumulation, la sédimentation d'années de discussions avec des collègues et de lecture, de faire une proposition par rapport à une œuvre littéraire, par rapport à une théorie sociologique. Et cette forme de pensée, cette forme de proposition scientifique, aujourd'hui, certainement colle moins à la forme rationalisée qui s'impose et qui se développe. Merci Thomas. Je dois dire que Merci. Je dois dire que ta conclusion me surprend un peu à ton besoin des sciences sociales. Enfin, moi, en tant qu'établissement de recherche plutôt dans les sciences du vivant, mais également avec des sciences sociales, je pense que je peux te confirmer que la recherche aujourd'hui est interdisciplinaire et que les programmes de recherche, on les bâtit aussi pour que les sciences sociales interagissent avec les sciences du vivant. Donc pour moi, ça c'est peut-être un enjeu dont on n'a pas trop parlé dans l'évolution du système scientifique, mais l'interdisciplinarité, enfin, et les défauts du cloisonnement justement que peuvent impulser les journaux, enfin, pour moi, ça c'est en train de changer aussi, quoi. Enfin, et voilà, donc. Alors, c'est peut-être d'une certaine façon une espèce de déformation. Quand on est petit, on a toujours peur d'être oublié d'une certaine façon, un peu dans le système qui se construit, et que des choses d'une certaine façon inquiètent des chercheurs en disant il y a un modèle auteur-payeur aujourd'hui, en se disant mais s'il y a un glissement voilà, il y a un modèle qui s'impose, qui va se développer dans la science par exemple, où effectivement un financement amont va permettre un glissement généralisé vers la gratuité. C'est l'inquiétude de l'éditeur, alors, par exemple, que tu exprimes, parce que et des communautés de recherche. Mais d'un point de vue de chercheur, en disant mais je suis doctorant, je suis chercheur, je vois les difficultés financières de mon labo, qui traditionnellement est très faiblement doté, parce qu'on n'a pas de cyclotron, on n'a pas besoin d'expérimentation très forte. On travaille avec nos cerveaux, nos échanges entre collègues et nos lectures. Et qu'aujourd'hui, si on basculait ou qu'on oubliait d'une certaine façon certaines spécificités des sciences humaines qui ne fonctionnent pas tout à fait comme ça, ou sans en tout cas les doter des moyens qui leur permettraient de s'intégrer à ce type de mode de fonctionnement, on risque quand même de les laisser sur le bord de la route. Et en disant, effectivement, et c'est paradoxal là aussi, dans un moment où l'interdisciplinarité est de plus en plus mise en avant comme une source forte de créativité scientifique, on risque de se passer de certaines formes de pensée qui ne rentrent plus dans le cadre institutionnel qu'on est en train de construire. Merci voilà. Thomas.